Enfin, nous ne pouvions pas passer à côté de cela. Jonathan Verlan-Chenet de l'ULB présentait un projet de radio cognitive. Alors il fallait évidemment aller voir ça de plus près. Quelle est l'idée au fond derrière cet intitulé-là, radio cognitive? Et donc l'intérêt ici, c'est d'utiliser des radios qui pourraient être au courant de ce qui se passe autour d'elles, c'est-à-dire des différentes fréquences qui sont disponibles dans un certain lieu. Donc, par exemple, quand on va utiliser un GSM ou son PC portable, il serait au courant des différentes fréquences qui sont disponibles, par exemple pour se connecter sur Internet ou pour communiquer par GSM. Et pourquoi on fait ça? Parce que simplement chaque dispositif utilise des fréquences appropriées, mais forcément comme on introduit beaucoup de technologies ces 10 dernières années, il faut trouver un moyen pour non pas trouver des nouvelles fréquences, mais plutôt les réutiliser de manière plus intelligente. Donc optimiser au fond l'utilisation de toutes les fréquences. Optimiser l'utilisation des fréquences, exactement, mais aussi pallier un problème qui est simplement le fait que on n'a plus de fréquences disponibles. En tout cas aux États-Unis, ils sont tous bloqués. Et donc voilà, c'est le principe. On s'est rendu compte que chacun a sa fréquence pour les différents systèmes comme le GPS, le GSM et tout ça, mais finalement chacun l'utilise que 15% du temps. Et donc on va se dire les 85 autres % du temps, on va squatter cette fréquence et dès que la personne réutilise la fréquence en question, on va partir et aller vers une autre fréquence. Voilà, ça c'est le principe des radios cognitives. C'est ça, donc on bondisse constamment d'une fréquence sur une autre en fonction des disponibilités. Ça suppose que tous les systèmes soient interconnectés. Je veux dire qu'il faut qu'un GPS parle à un GSM, qui parle au Wi-Fi, etc. Puisque ce sont quand même des fréquences différentes aujourd'hui. Je veux dire qu'il ne peut pas forcément le faire. Un récepteur GPS ne reçoit pas un signal GSM, par exemple. Non, exactement. C'est-à-dire qu'ils ne devront pas communiquer entre eux, GPS et GSM, mais par contre, un GSM devra pouvoir être capable de scanner les différentes fréquences qui sont également utilisées par les GPS. Bon, évidemment, ce sera peut-être pas exactement ça, mais l'idée est là, oui. Oui, donc c'est un scanner qui fonctionne en permanence. Voilà. En temps réel, donc l'intérêt ce serait en temps réel de scanner les fréquences, un maximum de fréquences qui sont autour de la fréquence d'utilisation normale d'un GSM par exemple, et même quand on est en communication, de continuer à scanner, comme ça si jamais à un moment donné on se fait jeter hors de cette fréquence, on peut immédiatement rebondir sur une autre et continuer à communiquer sans rupture. Alors on voit l'idée est belle, mais ça a l'air vachement compliqué. C'est compliqué effectivement. Ici, là, on est 3 à travailler dessus, mais il y en a beaucoup dans le monde qui travaillent sur le projet. Et en soi, ça fait depuis 2001 que l'idée a été inventée. Et pour l'instant, on n'en est toujours qu'aux bases théoriques. Il n'y a encore aucune implémentation physique qui puisse être utilisée commercialement en fait. C'est quoi le challenge dans tout ça? La rapidité, le coût. Voilà, c'est à peu près tout. L'économie de batterie, évidemment. Mais... Oui, mais enfin, vous n'en êtes pas encore là. Quand vous me parlez de rapidité, de coût et de batterie, je me dis ça, c'est l'outil final. Mais apparemment, vous êtes encore en aval de ça, presque sur un plan plus théorique, dirais-je. Disons que tout ce qui est coût, effectivement, non, en fait, le coût et la rapidité sont immédiatement... interviennent directement dans ma thèse, étant donné que ce qu'on va utiliser comme système électronique, c'est les systèmes actuels qui sont utilisés pour les GSM ou pour les PC portables. Donc en fait, on va utiliser un système qui existe déjà. Et dans ma thèse, ce que je vais essayer de faire, c'est donc forcément en utilisant ces systèmes non optimaux, on va avoir des problèmes qui vont être liés à ça. Et moi, je vais simplement essayer de les compenser. Par certains moyens que je dois encore découvrir. Donc en fait, on utilise les systèmes actuels. C'est ça, parce qu'on se dit, il faut déjà un scanner particulier s'il faut scanner toutes les fréquences. Ça serait pas ça encore alors? Non. On n'est pas encore là, effectivement. Donc c'est quoi? C'est le scanner du GSM qui va servir à tout ça? Je ne comprends pas trop bien comment vous pouvez aller voir
sur d'autres fréquences à partir d'un appareil qui n'est censé en recevoir que certaines bien précises. Donc un récepteur, donc un GSM par exemple, dans son récepteur possède un filtre qui va uniquement garder les fréquences qui concernent les GSM et va rejeter toutes les autres comme la télévision ou les GPS. Et donc au lieu d'avoir un filtre ici qui sera autour d'une certaine fréquence, on va l'agrandir et on va admettre un filtre plus grand, donc qui va laisser passer plus de fréquences et c'est ces fréquences-ci qui vont être scannées. Donc en fait on utilisera les mêmes types de filtres, simplement on va augmenter leur domaine d'analyse. C'est ça, mais alors derrière ça il faut une puce, je suppose, qui choisissent de basculer constamment de l'une à l'autre de ces fréquences quand elle se libère ou elle devient occupée. Voilà, exactement. Ça c'est tout à fait faisable avec les dispositifs actuels. Simplement, ça va coûter, ça peut coûter plus cher si on veut vraiment un système au top du top, et ça va consommer plus également. Mais on va plutôt préférer garder les systèmes actuels et plutôt essayer de les compenser avec d'autres méthodes. Donc ça, c'est sur ça qu'on travaille. Oui, donc ça correspond déjà à des problèmes bien concrets. Je veux dire que c'est vrai que les États-Unis occupent à peu près tout ce qu'il y a de disponible comme fréquence. Oui. Hein. Oui, effectivement, c'est un problème. Et est-ce que l'industrie est derrière ce genre de recherche? Je suppose qu'elle est quand même intéressée. Oui, ils attendent avec impatience. C'est a priori, ce seraient les nouvelles technologies de téléphonie mobile ou même connexion Internet mobile. Donc ça pourrait être applicable même pour les radios, en fait, pour n'importe quoi. Tout ce qui communique sans fil, en fait, pourrait être appliqué à ça. Donc effectivement, ça va intéresser les industries, mais je pense qu'on n'en est pas encore là du tout. Non, mais est-ce qu'ils financent un peu ça ou pas? Ça, je ne sais pas. Pas vous, en tout cas. Non, nous, non. Nous, on est payé par la région wallonne de Belgique. Mais donc, un problème qu'on pourrait avoir aussi, c'est, par exemple, pour parler de vos concurrents, Mint a été éliminé récemment pour des raisons de manque de fréquence. Mais par exemple, ce genre de situation n'arriverait plus dans le cas de radio cognitive, étant donné que on pourrait a priori avoir une infinité, un grand nombre de radios sur la bande FM, et chacune utiliserait le même principe. C'est bien, réinventer la radio intelligente. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça cognitif. Bonne chance à tous ces chercheurs, à toutes ces recherches, et pardon à toutes celles et ceux aussi qui font un travail tout aussi passionnant et tout aussi intéressant et dont nous n'avons malheureusement pas pu parler. Merci en tout cas à Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy qui ont réalisé cette émission. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Retrouvez Semences de Curiosité